présente. Laurent Bliot, vous êtes directeur général adjoint de TF1 Publicité. Vous êtes en charge du marketing et de la recherche et développement. Bienvenue. Marie-Aude Lerin, vous bossez chez Kantar World Panel. Vous êtes en charge d'une étude qui s'appelle Food Usage, dont on parlera un petit peu plus tard. Et Chloé Defour, bonjour. Vous travaillez chez Kantar TNS, en charge de tous les clients du secteur alimentation et boissons. Et on va parler d'une étude qui s'appelle Food 360. Alors on va commencer par vous, Laurent, si vous le voulez bien. Vous avez mené chez TF1 Publicité récemment plusieurs études sur les tendances sur le consommateur à l'horizon 2020. Il y a notamment une étude sur le food. Est-ce que vous pouvez nous... Alors, vous avez le petit clicker ou pas? Non, il n'est pas là. Alors, il est peut-être resté là, voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelles sont les 4 principales tendances sur le food que vous avez mesurées à l'horizon 2020? Merci. J'ai l'impression qu'il marche. Il marche? Oui. Bonjour à tous. En fait, c'est une étude qu'on a fait plus globalement sur le food, mais effectivement, c'était vraiment un des sujets majeurs de l'étude. Pourquoi on a voulu faire cette étude? C'est avant tout parce que il vous échappe pas à tous qu'on est dans une période un petit peu révolutionnaire, on va dire, en tout cas du point de vue des technologies, et que ça suscite à la fois de l'enthousiasme, de la crainte, et ça nous plonge tous dans des choses assez paradoxales. La lisibilité est de plus en plus difficile. Donc ce qu'on a voulu faire avec ça, que j'aurais pas forcément le temps d'illustrer en détail, c'est au-delà des grandes tendances un petit peu vues de haut, donner quelques clés, on va dire, opérationnelles à nous tous, pour essayer d'avoir un peu plus de visibilité dans ce monde qui est quand même un petit peu difficile à décrypter. Voilà. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un résumé un petit peu en fait les axes sur lesquels se positionnent les tendances. On a sur l'axe horizontal, en fait, c'est celui de la vitesse. Il ne vous aura pas échappé qu'on est dans un monde qui va très très vite et que bon, certains d'entre nous, parfois on trouve que ça va trop vite et puis parfois on a envie de ralentir. Et voilà, on est tous un petit peu ambivalents là-dessus. Et finalement, dans quelque catégorie sociale qu'on soit, on peut être plutôt pour aller vite, plutôt pour aller lentement, mais il y a des moments où, même si on est plutôt pour aller vite, on a envie de ralentir. Donc tout ça pour dire que les typologies, c'est jamais quelque chose de caricatural. Les consommateurs, ils ne sont pas dans un secteur, ils peuvent passer d'un secteur de la cartographie à l'autre. Sur l'axe vertical, ce que vous voyez, c'est comment on voit sa posture. Est-ce qu'on est plutôt dans une envie d'affirmer une individualisation ou est-ce qu'on a plutôt un gros besoin d'être dans une posture collective et de s'intégrer? Donc, on a filé un peu la métaphore du verre, puisque finalement, on est dans une période où on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, ce que vous voyez là, pour illustrer chacune des 4 tendances, sur lesquelles je vais revenir rapidement avec leur principale traduction sur le food, c'est effectivement une tendance élitiste où là, finalement, on veut avoir le verre qui convient à servir la boisson qui convient. Donc, c'est vraiment une recherche d'induplicable et d'expérience. Je vais y revenir. Sur le quartile à droite, enfin à gauche pour vous d'ailleurs, non à droite, là c'est vraiment la tendance high-tech où on a vu tout à l'heure, juste avant le démarrage, il y a maintenant des cocottes minutes connectées, il y a aussi des verres connectés, et ça c'est toute la tendance qui vise à augmenter la réalité avec la technologie. C'est un nouvel empowerment en fait que nous donne la technologie. Ensuite, quand on redescend, on est sur une tendance qu'on a appelée pop culture, qui est une tendance de makers. C'est let's do it ourselves, finalement. Donc ça, c'est aussi une tendance assez importante, et ça a déjà été évoqué d'ailleurs, c'est on refait à manger soi-même, et on achète de plus en plus, on va dire, les éléments qu'il faut pour faire la cuisine soi-même. Enfin, la tendance qu'on a appelée green, mais qui est plus large que juste green, hein, c'est vraiment la tendance RSE, où là, il faut recycler, il faut être près des lieux de production, il faut avoir des circuits courts, il faut de la transparence, et il faut de l'équitable. Et de l'équitable, si vous vous souvenez, il y a quelques temps, quand on parlait de l'équitable, on pensait surtout aux pays du tiers-monde. Aujourd'hui, bien sûr, ça reste plus que jamais valable, mais quand on parle de l'équitable, on pense aussi à nos paysans, à nous.
Alors, en gardant bien le micro près de la bouche, est-ce qu'on peut voir J'essaye. en illustration concrètement à quoi ça peut ressembler ces tendances? Alors on peut. Donc sur la tendance high-tech, par exemple, alors c'est des choses, franchement, comme tous les cahiers de tendance qui essaient de voir les choses un peu haut, un peu loin, bah, il y a des choses qui vont se développer, d'autres qui vont muter et d'autres finalement qui vont tomber dans les oubliettes. Donc on ne sait pas trop encore, mais la tendance des livraisons quasi instantanées, c'est vraiment l'omniconsommateur. À chaque moment, on peut avoir envie de consommer et il faut que ça aille vite et il faut que ce soit simple. Donc là, c'est un robot qui livre des pizzas. Ça se fait en Australie déjà par Domino's Pizza et ça commence à se faire en Californie. Ensuite, on a effectivement la tendance, par exemple, le robot. Là, vous voyez les mains du robot. En fait, il a été programmé pour vous faire sur mesure la recette d'un grand chef. Donc ça, c'est une tendance plutôt, faut aller vite, mais il faut que ce soit bon quand même. Et finalement, j'ai quelqu'un qui va le faire à ma place, et c'est un robot. Donc ça marche aussi bien sur l'alimentaire que sur les boissons, je vois. Alors oui, là, le social shot, c'est juste que la personnalisation émotionnelle, finalement, par la big data, on est capable de savoir, en ayant reconstitué un petit peu ce que vous avez fait de vos minutes précédentes sur les réseaux sociaux, quelle est votre humeur, quel est votre état d'esprit, et on vous fabrique le cocktail qui correspond à cette humeur et à cet état d'esprit. Autre illustration? Alors, sur la tendance green, alors on a l'aquaponie, alors on l'a mis parce que c'est assez amusant, mais finalement c'est une déclinaison aqueuse, on va dire, de ce qu'on peut avoir et qui existe déjà, hein, comme la permaculture, les cultures verticales, l'agriculture entre guillemets qui revient dans les villes. On se souvient tous du tiroir à lombric pour faire son compost dans les appartements parisiens. Bon, je ne sais pas si ça a eu autant de succès de ça, mais en tout cas, recommençons à cultiver, recommençons à fabriquer nous-mêmes. Donc c'est un peu à cheval sur le makers, un petit morceau de notre alimentation. Sur la brique de lait, bon, mais ça c'est circuit court, production locale, c'est un collectif d'agriculteurs qui fabriquent leur lait bien sûr, mais également l'emballage, le marketing et directement ensuite ils négocient avec les grandes centrales d'achat. Enfin, parce que c'est une tendance vraiment très très forte qui est déjà là, hein, bien sûr, et je pense que mes collègues pourront en dire un mot parce que j'ai retenu un ou deux chiffres qui a été cité lors d'une de leurs manifestations récentes, c'est le flexitarisme, le vegan. Plus d'un tiers, je crois, des foyers français déclarent qu'en leur sein, il y a un membre flexitariste, oui, flexitariste, donc c'est important. Et ce que vous voyez là, finalement, c'est comment on peut remplacer la viande par des protéines végétales. Et il y a même maintenant des boucheries végétales. Alors voilà, comme je le disais en ouverture, hein, on est dans un moment de paradoxe et celui-là est quand même assez joli. La boucherie végétale, c'est vrai qu'il fallait y penser. Alors, troisième tendance. Alors, c'est la tendance où on cherche à se distinguer et où on cherche avant tout à avoir une expérience. C'est-à-dire que l'industrie du luxe, par exemple, a très bien compris. On n'est plus dans une période comme on a eu années 80, 90, voire même début des années 2000 avec bling bling, hein, on va dire. Alors, ça existe toujours, mais on est plus dans le haut de gamme, dans une recherche d'expérience, de moments uniques et vraiment d'expérience plutôt que d'un objet qui symbolise le luxe. Donc, ça veut dire des circuits un peu spécialisés. Donc, ce que vous voyez à gauche de l'écran, c'est vraiment une expérience particulière et centrée autour de la viande. C'est troquer un resto pour un bistrot, ça veut dire que finalement on réinvente l'expérience du bistrot et on réenchante le banal, alors pas dire le banal, mais quelque chose qui était quand même le bistrot, c'était le petit bistrot en France, c'était quand même le truc qu'on avait à tous les coins de rue. Et là, c'est quelque chose qu'on monte en gamme et sur lequel on réexpérience, on donne vraiment une expérience particulière et unique aux consommateurs. Donc ça, c'est vraiment une tendance assez importante et le luxe l'a très bien compris et je pense que dans l'alimentation, ça monte aussi. Et rapidement pour terminer. Rapidement pour terminer, la tendance pop culture, alors qui synthétise un peu toutes les autres, mais qui est avant tout placée sous le signe de faisons-le nous-mêmes. C'est vraiment la tendance des makers.
le crowdfunding, le bonheur est dans le prêt par exemple, mais ça peut être le prêt pour monter votre restaurant, pour monter votre site internet, le voisin qui vous veut du bien, ça peut être effectivement un site qui vous permet de savoir que près de chez vous, vous avez quelqu'un qui fait super bien la blanquette de veau et que peut-être qu'il va vous apprendre à la faire et vous irez même peut-être faire les courses avec lui parce que ça passe aussi, ça a été évoqué par le choix des bons ingrédients. Et ce que vous voyez enfin à droite de l'écran, c'est une place de marché, on va dire, Cocoroé. Je regarde mes notes parce que je ne me souvenais plus du nom. Vous pouvez apprendre sur cette place de marché tout. Le macramé, la guitare, la cuisine, etc. Donc le do-it-yourself, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le food. Alors, on va essayer de regarder d'un point de vue international comment tout ça s'illustre et d'un point de vue peut-être un petit peu plus quantitatif, si vous pouvez donner le petit clicker à Marie-Aude. Marie-Aude, vous êtes donc chez Kantar World Panel. Vous travaillez sur une étude qui s'appelle Food Usage. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la méthodologie de cette étude ? Oui, alors Kantar World Panel est surtout connu pour son cœur de métier, le panel de foyer acheteurs, pour lequel nous accompagnons nos clients au quotidien dans la compréhension du comportement d'achat des ménages français en matière d'alimentation et de grande consommation. Et avec le food usage, nous accompagnons également nos clients dans la compréhension du comportement de consommation alimentaire des Français à domicile. Et le food usage, c'est une solution unique qui nous permet de quantifier les usages et attitudes des Français vis-à-vis de l'alimentaire. Alors je parle d'une solution unique puisqu'on est en tracking continu avec le food usage et donc pour chaque jour de l'année, les Français nous remontent leur comportement de consommation à domicile, quel que soit le moment de consommation. Donc on est capable, grâce à ça, de refléter les vraies habitudes de consommation des Français, mais également de pouvoir mettre en avant les tendances émergentes. Et pour pouvoir quantifier ces phénomènes, ce sont 530 individus qui, chaque semaine, nous remontent leur consommation à domicile, donc en matière d'alimentation, ce qui fait l'équivalent sur une année de 27 000 comportements individuels traqués. Et cette quantification, elle nous permet vraiment de décrypter les comportements, de les suivre dans le temps et d'apporter une vision à 360 degrés du consommateur. Alors regardons quelques illustrations. Justement, vous parliez de mesurer les tendances. Moi, je vois la planète qui devient de plus en plus mobile, de plus en plus de temps passé hors domicile. Est-ce que vous mesurez un impact dans votre étude sur le food de cette mobilité ? Est-ce que le food est aussi en train de devenir mobile ou pas ? Alors, c'est vrai qu'à première vue, on a plutôt l'impression d'un certain hermétisme dans la consommation française et d'un fort ancrage des traditions. Mais petit à petit, effectivement, on subit certaines influences et on s'inspire de certaines influences qui sont venues de l'international. Et la première illustration, c'est effectivement ce rapport domicile-hors domicile que vous évoquiez. Clairement, en France, notre grosse partie de consommation se fait à domicile. Le hors-domicile représente uniquement un quart de notre consommation, mais ce que l'on observe, et surtout récemment, c'est l'augmentation de la consommation hors domicile. Et je voudrais juste m'arrêter en fait sur une évolution qui est particulièrement marquante et nouvelle, c'est la croissance du petit déjeuner pris hors domicile. Vous voyez une croissance à 2 chiffres, plus 10%, qui est vraiment nouvelle, qui fait écho aussi à un certain nombre de développements. Pour citer un seul exemple, on a vu le développement d'un certain nombre de chaînes de Starbucks, par exemple, qui illustrent ce phénomène. Alors, est-ce à dire que le petit déjeuner à domicile est mort ? Non. Clairement pas, et il est loin d'être mort, puisque, juste pour vous donner 2 chiffres, nous sommes 97% des Français à faire plus de 6 petits déjeuners par semaine à domicile. Donc l'ancrage, il est vraiment sur le domicile. En revanche, notre petit déjeuner, il évolue. Il évolue par cette tendance du hors domicile, mais également à domicile, où on recherche davantage de praticité, avec notamment la consommation de produits beaucoup plus pratiques, nomades à consommer, emballés individuellement, qui ne vont pas forcément nécessiter la prise en main de couverts. Et puis, ce qui est intéressant dans cette évolution, on parlait tout à l'heure des millennials, c'est intéressant de s'arrêter sur cette génération parce que eux sont annonciateurs aussi de la suite. Ils consomment déjà beaucoup plus hors domicile et ils sont en recherche d'une praticité beaucoup plus marquée.
Alors si le domicile reste prédominant, qu'est-ce qui se passe du coup sur le sacro-saint modèle du repas, entrée, plat, dessert? Est-ce qu'à l'ère du multitasking, ça marche toujours ou plus du tout? Alors, avant de rentrer dans ce détail de la structuration du repas, c'est vrai que quand on s'arrête sur la consommation en France, on accorde un poids central au repas. Donc repas, effectivement, petit déjeuner, déjeuner, dîner, hein, ces fameux 3 moments de consommation, ils représentent 80% de notre alimentation à domicile. C'est énorme, c'est une vraie spécificité quand on se compare à nos voisins européens et notamment au Royaume-Uni, hein, pour lequel les repas pèsent 10 points de moins. On a une vraie tradition des repas, tout à l'heure on l'évoquait, hein, des repas qui sont longs, effectivement, qui sont pris à table encore, hein, dans 90% des cas, on prend nos repas à table, et qui sont également, on va dire, un moment de partage, de convivialité au sein de la cellule familiale, puisque dans 80% des cas, ces repas sont partagés. En revanche, et c'est ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est l'évolution. Ce que l'on observe, c'est finalement une contraction du nombre de repas au profit du fameux, je vais employer un terme qu'on a déjà évoqué ce matin, hein, du snacking. Le snacking qui prend de l'ampleur et pour vous citer un chiffre, hein, chaque semaine, ce sont 9,5 millions de snacking en plus que l'on observe par rapport à 2014. Donc le snacking progresse, les industriels l'ont clairement pris en compte dans l'offre, hein, l'offre qui s'est énormément développée sur ces marchés. Et puis quand on voit le poids du snacking au UK, au Royaume-Uni, on peut se dire que le snacking a encore de très beaux jours devant lui. Donc en fait, l'international commence à nous influencer sérieusement sur nos habitudes, même si on fait un petit peu de la résistance par rapport à d'autres pays. Exactement. Et effectivement, vous parliez du sacro-saint entrée, plat, dessert. Ça reste une vraie réalité, une vraie spécificité en France, hein. Le quatuor entrée, plat, fromage, dessert, hein, faut pas oublier le fromage, c'est une vraie spécificité. Il est une réalité et surtout une réalité quand on se compare encore une fois à nos voisins européens qui ont un modèle de repas beaucoup plus contracté autour d'un plat principal. En revanche, ce quatuor, il se fragilise et il se fragilise à 2 niveaux. On a de moins en moins d'entrées qui sont consommées. Chaque semaine, ce sont 10 millions d'entrées qui disparaissent par rapport à 2014 et des desserts qui également sont en repli. Alors à ça, il faut effectivement mettre en parallèle toute cette recherche de praticité, de gain de temps que l'on recherche au quotidien. Alors avec un phénomène qui vient contrebalancer en fait le recul des entrées, c'est la montée de la consommation des apéritifs. Alors, les apéritifs, ils sont intéressants parce qu'ils vont être effectivement moins quotidiens que les entrées. En revanche, ils dénotent une vraie envie de changer nos modes de consommation, d'être davantage dans le dipping, de picorer les aliments, d'être dans un mode de partage, de convivialité beaucoup plus important. Et puis, de l'autre côté, le recul des desserts, il est finalement à mettre en parallèle de notre augmentation de la consommation snacking. C'est-à-dire qu'on va essayer de réguler notre alimentation, de davantage se priver, de contracter nos repas pour se permettre un petit peu plus de plaisir, hein, c'est un peu une thématique du jour, en dehors des repas et pouvoir effectivement consommer un petit peu plus de sucré en dehors. Alors Chloé, vous regardez également dans votre étude, donc Food 360, comment ces tendances internationales peuvent nous influencer. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre étude ? Oui, tout à fait. Food 360, c'est une étude qu'on a depuis 2012 et qui va analyser, on va décrypter les attitudes et les comportements des consommateurs dans le monde. On couvre 14 pays. C'est une étude que l'on suit depuis donc 2012, comme je vous le disais. On l'a fait en collaboration avec XTC. D'ailleurs, Xavier Terlet va intervenir un peu plus tard dans la matinée. Et on l'a reconduite, donc cette année, c'est la 3e édition. D'accord, alors on parle de tendances. Dans les tendances dont on parle beaucoup, il y a le développement durable, la protection de la planète, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ces tendances, vous les mesurez dans cette étude ? Est-ce que la France est atypique du reste du monde sur ces logiques ? Non, la France suit le reste du monde. Alors on se veut avoir effectivement un comportement qui va être plus responsable, on se veut être acteur de sa consommation. Ils vont déclarer, voilà,
Vous allez voir, il y a plus de la moitié en fait, des Français qui vont déclarer privilégier les produits alimentaires avec moins d'emballage ou des emballages qui sont recyclables. On voit que la vente directe aussi, donc acheter chez les petits producteurs, va beaucoup progresser. C'est un chiffre qui est très fort en France et qui est le plus fort en Europe. Donc là-dessus, on est vraiment particulier à utiliser la vente directe. Et toutes les innovations qui vont être autour de la préservation des ressources naturelles vont être des innovations qui vont bien fonctionner. Après, la spécificité du respect des travailleurs ou des producteurs, là, c'est quelque chose qui est principalement drivé par les pays européens. Malheureusement, on pourrait dire, on reste beaucoup dans l'intention, c'est-à-dire qu'on a des Français qui sont sensibilisés par rapport à cette protection de l'environnement. Après, quand on regarde leurs critères d'achat, ce critère d'achat, donc l'impact environnemental, arrive seulement en 14e position quand on fait un achat alimentaire sur 15 éléments que nous avons mesurés. Alors, il y a une autre question qui me vient à l'esprit. Il y a 2 ans, on parlait de la confiance. Entre-temps, le bio a véritablement explosé. Hein, on le voit dans les chiffres de vente. Quelles sont aujourd'hui les attentes des consommateurs, et notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire? Comment vous le mesurez dans votre étude? Alors, pour faire écho déjà à tout ce qui a été dit depuis le début, la grande motivation, et principalement des Français, c'est le plaisir avant tout dans l'alimentation. Il y a 2 ans, on avait observé effectivement une baisse de la confiance dans la qualité des produits alimentaires. Cette confiance se restaure et elle est importante partout, dans tous les pays du monde, sauf dans les pays où il y a réellement des problèmes de confiance, justement, comme la Russie ou la Chine. La petite particularité en France, c'est que vous voyez le haut de la pomme, là, on est seulement à 8% des gens qui vont déclarer être tout à fait en confiance. Et ça, c'est bien en deçà de ce qu'on peut observer dans les autres pays. On est plutôt à 32% habituellement, en moyenne, sur tous les pays que nous avons analysés. Et le pendant, c'est que justement, on a une très grande majorité des consommateurs, et ça, c'est une inquiétude qui est grandissante, qui vont juger probable le risque que les aliments nuisent à leur santé. Ça, c'est extrêmement important. On est à 80% des gens, c'est haut partout, particulièrement en France, et surtout, ça a pris 20 points depuis 2012. Alors, fatalement, cette inquiétude-là va impacter leur consommation. Ils vont d'abord être beaucoup plus attentifs à la façon dont sont composés leurs produits. Pareil, c'est quelque chose qu'on voit vraiment partout. La composition des produits, ça va être l'élément principal de réassurance dans tous les pays. C'est en numéro 1, voire en numéro 2. Ils vont aussi s'orienter beaucoup plus vers des produits sans, des produits simples, des produits qui sont très peu transformés. Ce que vous voyez à votre gauche, nous avons tous la même gauche, même si elle est beaucoup plus vaste en ce moment et beaucoup plus plurielle, mais c'est celle-ci là. Donc les 53% effectivement de gens qui vont privilégier les aliments sans colorants, sans conservateurs, 100% naturels, ou bien des produits simples pour privilégier le vrai goût des aliments et surtout ne pas avoir d'alimentation suspecte. Donc toutes les innovations, c'est les chiffres que vous voyez à droite, qui vont tourner autour de ces sujets-là, qui vont être là pour les rassurer sur la façon dont sont composés les produits, vont être des innovations qui vont être très porteuses. Ce qui va aussi, du coup, ils vont aussi changer ce qu'il va y avoir dans leur assiette pour s'orienter vers des assiettes dont ils ont l'impression qu'elles sont plus saines. Et pareil, une tendance que l'on observe absolument partout, ils vont déclarer consommer beaucoup plus de fruits et de légumes, beaucoup plus de poissons, beaucoup moins de plats cuisinés et beaucoup moins de viande aussi, sauf aux US, qui reste donc un pays plutôt carnivore par rapport aux autres étudiés. Mais on a des Français qui vont s'orienter vers une alimentation qui leur paraît en tout cas plus saine. Le bio, vous le disiez à l'instant, qui continue de croître, mais alors partout dans le monde, et sauf dans les pays où il était déjà très haut. Fait intéressant, par contre, les innovations autour du bio ne sont pas les plus intéressantes perçues par les Français parce que c'est quelque chose qui maintenant est rentré dans les habitudes, donc on s'attend moins à avoir des innovations dans ce cadre-là par rapport aux autres composantes qu'on va avoir alimentaires. Et tout ce qui va présenter un bénéfice pour la santé, là on a des Français qui vraiment s'orientent sur des produits qui vont présenter de réels bénéfices pour leur santé à eux, surtout par rapport à la santé préventive, pour renforcer son capital santé. On a quelque chose pour être en meilleure santé plus longtemps, et aussi par tout ce qui va pouvoir apporter des réels bénéfices, comme par exemple les végétaux, tous les produits à base de végétaux fonctionnent aussi très bien. Alors si on regarde le sujet de la matinée, le local, est-ce que du coup ça se traduit également dans les chiffres? Est-ce que les consommateurs vont chercher davantage des circuits courts, davantage de producteurs locaux? Est-ce que ça modifie leur consommation en France?
Ouais. Alors, on voyait tout à l'heure effectivement que les circuits courts fonctionnent bien, et c'est particulièrement vrai en France par rapport aux autres pays européens. Ensuite, ils vont aussi, pareil, c'est un fait dans tous les pays que nous avons étudiés, faire beaucoup plus attention à l'origine et à la provenance des produits. La France est particulièrement forte, et les pays émergents aussi. Donc, c'est sur le point de l'origine. Ensuite, ils vont aussi privilégier les légumes et les fruits de saison, alors sauf en Angleterre et aux États-Unis, où là c'est un peu moins fort que dans les autres pays, mais sinon partout, et tout le monde essaye de privilégier les légumes et les fruits de saison. Et toutes les innovations autour de ces thématiques qui vont mettre en avant la saisonnalité ou l'origine des produits vont très bien fonctionner. Ils vont aussi, pareil, observer dans tous les pays que nous avons étudiés, beaucoup plus privilégier les produits alimentaires fabriqués dans ma région ou près de chez moi, alors sauf toujours nos amis anglais ou nos amis américains qui préfèrent manifestement regarder un peu plus loin donc pour leurs produits alimentaires. Et toutes les innovations, pareil, qui vont aussi mettre en avant le fait que c'est quelque chose qui a été produit près de chez soi, vont très bien fonctionner.